Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Ce soir, il voulait la tête de l'UMP et rien d'autre. Jean-François Copé devient officiellement secrétaire général du parti présidentiel et abandonne dans la foulée son activité d'avocat d'affaires. L'actuel député maire de Meaux promet de mettre le parti en ordre de bataille pour 2012 et prend date pour l'après-Sarkozy. Comment cet ambitieux est-il perçu à droite? Notre invité pour en parler notamment, c'est le sénateur de Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier, avec qui nous parlerons aussi de la délicate affaire Karachi, où l'ancien ministre de la Défense, Charles Millon, confirme devant la justice l'existence de rétrocommissions en marge d'un contrat avec le Pakistan. L'opposition dénonce ce soir une affaire de corruption au plus haut niveau de l'État et Martine Aubry réclame la transparence totale. La droite n'a pas le monopole du thème de la sécurité selon le Parti socialiste qui propose 22 mesures pour, disent-ils, je cite, restaurer un climat de confiance. C'est le débat du 22h. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Le patron des députés UMP est devenu secrétaire général du parti présidentiel. La décision a été officialisée par le bureau politique de l'UMP en présence de François Fillon. Pour ce poste, Jean-François Copé a tout fait, mené une campagne sans relâche depuis la rentrée, piqué au vif Xavier Bertrand qui occupait le fauteuil et même refusé un ministère dans le gouvernement Fillon 3. Son objectif est clair, mettre en ordre de bataille le parti et prendre date pour 2017. Les détails avec Sophie Normand et Thomas Raguet. C'est sans surprise que Jean-François Copé prend la tête de l'UMP et la tâche s'avère d'emblée compliquée. Le dernier remaniement a fait des mécontents dans la famille centriste. Objectif numéro 1 pour le nouveau patron du parti, calmer les tensions. Nous allions veiller à ce que notre mouvement politique fasse vivre toutes les sensibilités de l'UMP. Et c'est la raison pour laquelle vous me trouvez ici, avec à mes côtés Hervé Novelli et Marc-Philippe Daubresse, et c'est tous les trois ensemble que nous allons porter cette nouvelle dynamique. Ces deux anciens ministres centristes tout juste congédiés le seconderont dans ses nouvelles fonctions. Un geste d'apaisement à l'égard de ceux qui craignent le retour en force des anciens du RPR au sein de l'exécutif et du parti. La France est diverse et l'UMP doit ressembler à la France. Nous sommes tous soucieux de rassembler la famille, de nous écouter et de nous entendre. À l'appel de Jean-François Copé, nous sommes évidemment sur cette ligne. Rassembler la famille, un travail à temps plein. À peine nommé, Jean-François Copé a annoncé qu'il abandonnait son activité d'avocat. Et aujourd'hui, premier conseil des ministres après remaniement. C'est une tradition ce mercredi en fin de matinée. Et comme à chaque fois qu'un nouveau gouvernement est formé, eh bien une photo de famille est prise à la sortie sur le perron d'Élysée, côté jardin. Le chef de l'État a demandé à sa nouvelle équipe, je cite, une solidarité sans faille au service de la mise en œuvre des réformes qu'il entend mener à bien d'ici 2012. Partenaire aujourd'hui, adversaire peut-être demain, le président du FMI, Dominique Strauss-Kahn, a été reçu en fin d'après-midi par Nicolas Sarkozy à l'Élysée pour évoquer le programme de la présidence française du G20 à sa sortie. Il a simplement indiqué qu'il était venu s'entretenir avec le président en tant que directeur du Fonds monétaire international. Je cite, parce que c'est le rôle du FMI de servir de boîte à outils au G20, ajoutant qu'il a bon espoir de faire avancer les choses. Tout de suite, on passe à notre invité du 22h, le sénateur apparenté UMP de la Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, il y a eu le remaniement gouvernemental qu'on a largement commenté et il y a le remaniement à l'UMP. Jean-François Copé a été intronisé à la tête du parti. Ce n'est pas une surprise, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Pour moi, oui, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que Jean-François Copé fait partie de cette génération montante. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui s'est fixé une ligne de conduite depuis quelques années déjà, qui suit cette ligne de conduite avec beaucoup de conviction, beaucoup de ténacité. Et je pense qu'il est à même, effectivement, de redonner une dynamique à l'UMP. Vous avez dit le caractère. Certains disent qu'il a trop de caractère, trop ambitieux, peut-être trop autoritaire. Sera-t-il à la tête de l'UMP ? Écoutez, en politique, on n'a jamais trop de caractère. Je pense qu'il faut avoir le courage de ses convictions. C'est parfois ce qui manque en politique, à droite ou à gauche. Jean-François Copé fait partie de ces gens qui disent ce qu'ils pensent. Et donc, je pense qu'il est le mieux à même, certainement aujourd'hui, de faire en sorte que l'UMP reste la grande famille politique qu'elle est. Et on sait bien qu'il y a des risques avec le départ de Jean-Louis Borloo du gouvernement, avec les centristes qui ont des états d'âme. D'éclatement ? Mais bien évidemment, on peut se poser la question. Aujourd'hui, on voit bien que les centristes se sentent un peu malmenés et je pense qu'il faut véritablement faire en sorte que la famille reste unie. Et donc, il a là effectivement du travail. Et puis, il y a la préparation de l'échéance de 2012. Ça va être
un gros travail. Et justement, Nicolas Sarkozy, évidemment, sans parler de son éventuelle candidature, a parlé hier des différentes réformes qu'il va mener. Alors, aujourd'hui, les sondés disent qu'ils n'ont pas trouvé convaincant Nicolas Sarkozy. Pour 64% d'entre eux, le chef de l'État n'a pas été convaincant. Ils ont tort. Écoutez, moi j'ai trouvé le chef de l'État bon sur la forme. Sur le fond, je trouve qu'il n'a pas eu peut-être le temps ou l'occasion, au cours des échanges avec les journalistes, de développer tous les thèmes. Non, pas la faute aux autres, mais c'est vrai que certains thèmes ont été traités, d'autres non. Le chef de l'État a tracé une ligne pour les mois à venir. D'autres non, quels thèmes ont manqué hier soir ? Écoutez, moi qui suis élu de Seine-Saint-Denis, c'est vrai qu'en matière d'éducation, en matière de problématiques des jeunes, la réussite à l'école, tout ça n'a pas vraiment été abordé. Je pense que ce sont des thèmes qui sont chers aux Français et qu'il faudra traiter. Mais en tous les cas, il a tracé les perspectives pour les mois à venir, notamment pour les parlementaires, puisque nous allons travailler sur des réformes importantes, la dépendance, on en a parlé, la grande réforme fiscale. Bon, le chef de l'État aura le temps de développer les autres points plus tard. Le temps de développer, c'est-à-dire qu'il faut encore plus de pédagogie. S'il fallait un conseil général. Il faut toujours plus de pédagogie. Je pense qu'il faut que nous écoutions ce que nos électeurs et ce que les Français nous disent et nous renvoient. On a eu du mal, effectivement, dans les mois passés, à essayer de faire comprendre pourquoi nous menions un certain nombre de réformes. C'est vrai que la réforme sur les retraites, je ne suis pas persuadé que nous ayons été très efficaces pour démontrer que cette réforme était nécessaire. On nous a aussi reproché... Vous-même, c'est une autocritique ? Bien sûr que c'est une autocritique, bien sûr. On nous a aussi reproché peut-être de ne pas être assez équitable. Certainement à tort dans certains cas, parfois à raison. Et donc je pense que notamment au travers de la réforme fiscale, il va falloir démontrer aux Français que nous faisons une politique utile pour ce pays et une politique équitable. Donc il y a du travail, il faut que tout le monde s'y mette. Alors l'autre sujet dans l'actualité, Philippe Dallier, ce sont les révélations de Charles Million dans la très délicate affaire Karachi. L'ancien ministre de la Défense confirme pour la première fois devant la justice l'existence de rétrocommissions dans les dossiers gérés par le gouvernement Balladur en 1994 et 1995. On regarde ensemble tous les détails avec Bérengère Danglas. Pour le contrat pakistanais, on a eu une intime conviction qu'il y avait rétrocommission. Les mots de Charles Million ne laissent aucun doute. Dans ce qu'il a dit au juge, l'ancien ministre confirme ce qu'il avait déjà laissé entendre à Paris Match en juin 2009. Ces rétrocommissions servaient à rémunérer les intermédiaires dans la vente de sous-marins au Pakistan. Selon l'ancien ministre de la Défense, Jacques Chirac aurait donné l'ordre de cesser toute transaction, par crainte qu'une partie de l'argent revienne en France pour financer la campagne d'Édouard Balladur. Un scénario que l'ancien Premier ministre, comme son trésorier de l'époque, Nicolas Sarkozy, réfute. Pour son financement, M. Balladur aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées ensuite. Et ça de Karachi, enfin, respectons la douleur des victimes, s'il vous plaît. Qui peut croire à une fable pareille ? Qui peut croire à une femme pareille ? Mais aujourd'hui, les propos de Charles Million renforcent une thèse défendue par l'avocat des victimes depuis longtemps. L'attentat ne serait pas dû à Al-Qaïda, mais à une vengeance liée aux commissions. La gauche dénonce aujourd'hui une affaire d'État et Martine Aubry réclame toute transparence dans cette affaire. On s'aperçoit qu'on a pris le risque de jouer avec la vie de nos ressortissants à l'étranger qui travaillaient à l'exportation pour notre pays pour de basses querelles de financement de campagne électorale. C'est véritablement dramatique si c'est la réalité. Les regards se tournent également vers le Conseil constitutionnel qui avait eu à donner un avis sur les comptes de campagne d'Édouard Balladur. Aujourd'hui, Jean-Louis Debré refuse de transmettre les comptes rendus des discussions. Il y a quelques jours, Michel Alliot-Marie avait assuré que la justice pouvait avoir accès à ces débats. Philippe Dallier, je m'adresse aux sénateurs que vous êtes. Aujourd'hui, les députés socialistes demandent l'audition de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, à l'époque secrétaire général de l'Élysée. Est-ce que pour la recherche de la vérité, le Sénat doit envisager une mission d'information avec tous les moyens d'investigation nécessaires ? Écoutez, tout le monde ne va pas s'y mettre. Je crois que sur un dossier comme celui-là, il faut que la justice fasse la lumière. Je crois qu'il est très important que le doute ne puisse pas planer comme ça pendant des mois et des mois sur un dossier aussi important. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qu'il faut dire. On sait que les commissions, ça a toujours existé pour décrocher de gros contrats d'armement, notamment à l'étranger. Tous les pouvoirs de droite et de gauche ont effectivement rémunéré des intermédiaires. Les rétrocommissions pour alimenter les partis politiques, et j'ai cru entendre dire, je ne le sais pas, mais j'ai cru entendre dire que plusieurs partis politiques auraient pu bénéficier de ces rétrocommissions. Ça, c'était les pratiques anciennes. J'espère que c'est maintenant terminé.
Mais sur cette affaire qui, effectivement, suite à l'arrêt des paiements des commissions, a peut-être, je dis, conduit à cet attentat, je crois qu'il faut faire la lumière. Notre démocratie ne peut plus courir le risque, parce que c'est vraiment un risque pour elle, de l'avoir discréditée aux yeux des Français. Notre démocratie ne peut plus se permettre le risque que pendant des mois et des mois, des affaires comme celle-là traînent. Donc il faut que la justice passe et que la justice passe vite. Merci beaucoup Philippe Dallier d'avoir été l'invité politique du 22h. Nous allons parler à présent d'un sujet que vous connaissez bien, c'est la sécurité. On va en parler avec nos invités dans un instant. Il s'agit de Jean-Jacques Urvoas et de Bruno Bechiza. Et c'est un parti socialiste aujourd'hui qui se veut pragmatique et décomplexé sur la question. Les socialistes ont présenté tout à l'heure à Créteil un pacte national associant sanctions et prévention. On voit les détails avec Patrick Jean-Pierre. En 2002, Lionel Jospin avouait ce qu'il appelait sa naïveté en matière de sécurité. 8 ans plus tard, c'est en ordre de bataille que le PS avance sur cette question sécuritaire, agacé d'être traité de laxiste en la matière. Les socialistes en ont assez de se faire caricaturer parce que la sécurité, c'est au cœur du projet de gauche, parce que c'est au cœur du pacte républicain. Dans leur pacte national de protection et de sécurité publique, les socialistes annoncent fièrement le retour à une police de proximité. Avec sa RGPP, M. Sarkozy a diminué substantiellement le nombre de policiers. Donc nous pensons, nous, qu'il faut effectivement en maintenir le nombre, mais aussi avec un déploiement qui se fait moins dans le spectaculaire, mais plus dans la proximité, la sécurité des gens. Cet après-midi, pour défendre ses idées en matière de sécurité, le PS a fustigé la politique de Nicolas Sarkozy, rappelant le discours du chef de l'État à Grenoble en juillet dernier. On ne peut pas accepter l'amalgame, la stigmatisation, l'amalgame entre des problèmes de sécurité et l'immigration, entre les problèmes de sécurité ou les Roms, comme c'était le cas dans le discours de Grenoble. S'il revient au pouvoir en 2012, le Parti socialiste s'appuiera sur les maires pour appliquer sa politique en matière de sécurité. Le binôme répression-sanction et l'amélioration du fonctionnement de la police et de la justice sera par ailleurs l'un des grands axes de sa politique. Le Parti socialiste et la sécurité, vous avez bien entendu, c'est un couple complètement compatible. On va en parler avec nos invités. Bruno Bechiza, bonsoir. Conseiller régional UMP d'Île-de-France. Et avec nous, l'homme qui monte à gauche sur ce thème, c'est Jean-Jacques Urvoas. Bonsoir. Député socialiste du Finistère et secrétaire national du PS à la sécurité. Alors, monsieur Urvoas, est-ce que c'est un nouveau Parti socialiste qui s'aventure sur le terrain, miné parfois pour les socialistes de la sécurité ? C'est un parti socialiste qui sait qu'il a des élus qui depuis très longtemps agissent dans le domaine de la sécurité et qui a trouvé assez futé de réunir ces élus pour essayer d'en tirer le meilleur de façon à pouvoir le proposer aux Français. On vous a fait souvent un procès en angélisme et en laxisme. C'est un faux procès pour le Parti socialiste sur ce thème-là ? C'est une question qui n'est pas d'actualité aujourd'hui, me semble-t-il, parce que les propositions que nous faisons ont vocation à être concrètes, pragmatiques, empiriques, mais fermes sur les principes. Bruno Bechiza, des propositions concrètes, empiriques, fermes, pratiques, ça c'est un vrai programme pour 2012. J'ai simplement déjà regardé vos images. Et malheureusement, effectivement, on a le dynamisme de Jean-Jacques Urvoas sur ce plateau. Mais quand on regarde les images, on a quand même plus l'impression d'avoir une amicale des anciens ministres de l'Intérieur, Pierre Jox, Daniel Vaillant, que de jeunes socialistes qui peuvent effectivement être décomplexés avec la sécurité. Ce qui m'a ennuyé, et là aussi on pourra échanger sur ce thème-là, parce que nos concitoyens en ont besoin, c'est que sur les 22 propositions, c'est quand même très éthéré. Je pensais qu'on allait parler du phénomène de bande, je pensais qu'on allait parler de la violence effective, je pensais qu'on allait parler de comment contrôle-t-on les policiers, et surtout, parce que cet après-midi encore, je siégeais au Conseil régional de l'Île-de-France, l'avis du Parti socialiste est important, parce que c'est un parti de gouvernement, et c'est très important. Mais encore faut-il que sur ces sujets-là, les stupéfiants, par exemple... Non, les stupéfiants, par exemple, quand on voit Daniel Vaillant, il soit d'accord avec ses partenaires, exemple Europe Écologie. À quoi cela sert-il de dire toujours plus de policiers? Moi je dis, pourquoi faire? Quand vous avez des villes où les maires disent on veut des policiers, mais finalement on accepte les stupéfiants, je ne suis pas d'accord. C'est un rouleau compresseur, là, si vous ne l'arrêtez pas. C'est-à-dire que c'est une manière de parler pour ne rien dire. Voilà. C'est ce qui s'est fait cet après-midi, j'ai l'impression. Bon. Mais quand même, qu'est-ce que vous lui répondez sur ces propositions, justement sur le fait d'augmenter les gendarmes et les policiers concrètement sur le terrain? On a envie de vous dire, Jean-Jacques Urvoas, comment vous allez financer tout cela?
avec des choix budgétaires, en affirmant des priorités. Je ne sais pas à Bruno Béchiza que je vais expliquer, parce que c'est un ancien policier, aujourd'hui un élu UMP, mais hier un ancien policier. La sécurité, c'est d'abord une affaire d'hommes et de femmes. C'est une question de personnel. Et vous ne garantirez pas une meilleure sécurité en supprimant des policiers. Vous savez que depuis 3 ans maintenant, le gouvernement que soutient M. Béchiza a supprimé 10 000 policiers. Et il va encore en supprimer, pour les simples policiers, je ne parle même pas des gendarmes, il va en supprimer 4 670. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont ceux du directeur général de la police nationale. Votre proposition du PS, je les cite, nous déploierons dans ces zones et au-delà une police de quartier placée sous la responsabilité opérationnelle des commissaires de police. Absolument. Alors, ce jeu des chiffres. Là, nous avons eu droit à l'exercice qui est l'exercice préféré entre Brice Hortefeux et Jean-Jacques Urvoas. Oui. Se balancer des chiffres à la figure. On a encore une étude de 302. Voilà. Moi, la vraie question, c'est des policiers. Pourquoi faire ? Pour garantir la sécurité des Français. Je le répète, encore une fois, si on met plus de policiers sur le terrain, dès qu'ils interviennent, est-ce que l'élu va monter comme un Montreuil de dire « c'est anormal, ils ont fait ». Quand ils vont interpeller des stupéfiants, quelle est la coercition que vous aurez à votre disposition pour forcer, comme ça s'est fait cet après-midi, un magistrat à faire en sorte que le jeune soit sorti. Mais ce ne sont pas des exemples. Je vous donnais l'exemple de la ville de Sevran. Je vous donnais l'exemple de la ville de Montreuil-sous-Bois. Alors c'est vrai que c'est un département très particulier. C'est la Seine-Saint-Denis qui pour moi est très emblématique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a suffisamment de policiers dans ce pays ? Oui. Très bien. Est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment de gendarmes dans ce pays aussi ? Oui, je le répète. Et vous savez pourquoi ? Parce que la demande de sécurité va en croissant. Mais le grand deal depuis les années 95, c'est de dire... on aura peut-être un peu moins de policiers et de gendarmes, mais mieux rémunérés. N'oubliez jamais que vous avez invité Daniel Vaillant, qui est le ministre de l'Intérieur, qui a refusé aux policiers en 2001 d'accéder à d'autres catégories sociales, la catégorie B, la catégorie 1. 29 novembre 2001. Je pense que le passage de Bruno Béchiza du statut de syndicaliste à policier lui a fait perdre la lucidité. 29 novembre 2001, je vous invite à simplement regarder les procès-verbaux que vous avez signé, me semble-t-il, quand vous étiez secrétaire général. Messieurs, pour ne pas rentrer dans ces polémiques-là, pour les Français et téléspectateurs qui nous regardent, c'est plus important, il y a des propositions particulières. On va les voir ensemble. Par exemple, sur la délinquance juvénile, c'est important. Vous proposez l'ouverture d'internats pédagogiques renforcés, vous dites, pour des élèves en véritable situation de rupture. Est-ce que ça se rapproche un petit peu des centres fermés qu'avait proposé Ségolène Royal ? Absolument, ça s'approche d'abord à ce qui existe aujourd'hui. Elle avait eu du nez alors ? Elle avait eu du nez, mais elle avait mal expliqué ce qu'elle voulait faire et surtout le Parti socialiste n'avait pas suffisamment travaillé avant sa candidature de façon à mûrir des idées. C'est ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire de proposer une nouvelle solution. Qu'est-ce que c'est que ces centres de discipline et de réinsertion ? Vous avez aujourd'hui 41 centres, c'est peu. En général, ils ont une dizaine de places, c'est évidemment pas suffisant, que l'on appelle des centres éducatifs fermés. Ce sont des stages qui durent entre 4 et 6 mois où un jeune qui a commis de multiples faits, qui est récidiviste, est encadré. Ça se passe plutôt bien. Il sort de là. Où est-ce qu'il va ? Il repart souvent dans son quartier, parfois avec les mêmes fréquentations et retombe dans les mêmes erreurs. Eh bien, nous proposons de créer une structure entre ces centres éducatifs fermés et le retour à la vie normale. Voilà une proposition claire, concrète sur ce point-là, Bruno Béchiza. Mais sur cette proposition, je suis d'accord, sauf que finalement, non. Pourquoi ? Ça reprend une idée. Vous parliez le centre éducatif fermé, un par département. Le centre éducatif renforcé, 45 aujourd'hui départements qui en sont dotés. On a un problème, on a un problème simple. Et vous avez une bonne idée là aussi, c'est ce qui est appliqué aujourd'hui, c'est travailler avec la protection judiciaire de la jeunesse. Le problème aujourd'hui, c'est que certains magistrats ne veulent pas y mettre les gamins. On n'a pas certaines fois le moyen coercitif de faire en sorte que les gamins y restent. Et après, que fait-on ? Parce que l'idée aussi qui est bonne dans l'esprit du travail d'intérêt général, sauf que quand on propose à un chef de bande, gentiment, de balayer devant son collège, je ne vous dis pas tous les mots d'oiseau dont il affuble la personne qui lui dit de faire ça. Et c'est la réalité dans les quartiers aujourd'hui. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Je pourrais reprendre chaque phrase que vous venez de dire et frapper au coin de la réalité, je vais vous démontrer que ce n'est pas vrai. Oui, mais c'est ça, justement. Vous accumulez ce qui apparaît comme étant des évidences qui sont basées sur la mauvaise foi ou alors au pire sur le mensonge. Messieurs, juste un exemple sur la prévention de la délinquance. Monsieur Béchiza dit on ne place pas les jeunes dans... C'est pas vrai. On ne les place pas parce que les centres sont occupés. Vous savez, dans ma circonscription à Quimper, il y a un centre de placement immédiat. Un acte commis, le juge pourrait placer. Il y a 6 places. La majorité de monsieur Béchiza le ferme. Où va-t-on mettre les jeunes ? On va mettre tout de suite dans des quartiers pour mineurs ? On ne va pas vous mettre d'accord sur toutes ces propositions. Pour terminer, Jean-Jacques Urvoas, ensuite Bruno Béchiza, c'est un
PS aujourd'hui en ordre de bataille. On vous a souvent reproché de ne pas proposer. Aujourd'hui, vous êtes une force de proposition sur ce thème-là? Oui, nous sommes une force de proposition avec la conscience du fait que Nicolas Sarkozy a échoué sur ce qui était son domaine de prédilection et qu'il faut relever le gant parce que les Français en ont besoin. Bruno Béchissa, sur ce thème de la sécurité qui, on le sait, sera un thème important pour 2012. Est-ce qu'il faut de nouvelles mesures aujourd'hui pour le reste du quinquennat de Nicolas Sarkozy? Je veux simplement vous dire que le Parti socialiste est un parti de gouvernement, que j'aurais attendu de lui qu'il se prononce clairement sur des vrais problèmes, les stupéfiants par exemple, le phénomène des bandes, et surtout qu'il se mette d'accord avec son aile gauche, si demain il est au pouvoir ou si aujourd'hui, comme il le fait au Conseil régional, systématiquement, les Verts et Europe Écologie refusent les propositions du PS. Peut-être une réponse pour terminer. Non, mais vous entendrez avec les Verts, peut-être. Mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Aujourd'hui, dans une salle de préparation. Non, oui, nous sommes dans une proposition du Parti socialiste que nous allons élaborer avec les élus, avec la population, avec les syndicalistes policiers. Nous, on ne sommes pas là pour asséner des vérités. Nous sommes là pour proposer des solutions. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités du 22h. La dernière page de ce journal, nous allons parler de médecine et plus précisément de télémédecine. Vous allez voir, ça vous concerne tous puisque les premières téléconsultations de médecins s'effectueront début 2011, c'est-à-dire demain, c'est ce qu'avait déclaré, presque demain, c'est ce qu'avait déclaré Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé. On va en parler avec une experte dans un instant, juste après. Le tour de l'info, il est préparé par Pierre Bonde-Joseph. En Haïti, le choléra progresse au rythme macabre de 800 nouveaux cas par jour. La maladie pourrait toucher 200 000 personnes et en tuer 10 000. Les images sont dures, des hommes et des femmes abandonnés sur les trottoirs de Port-au-Prince à leur triste sort. Cela va durer encore plusieurs mois. Et si on l'en compare à d'autres épidémies, cela pourrait durer des années. Nous sommes en territoire inconnu ici à Haïti. La maladie progresse. Un cas a été détecté en République dominicaine et en Floride. Personne n'est d'accord. Menacés d'extinction, les quotas de pêche du thon sont en discussion depuis ce matin. 50 pays sont réunis à Paris. La France défend le maintien des 13 500 tonnes de pêche annuelles. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la commissaire européenne à la pêche demandent, eux, de leur côté, une réduction des quotas. Les 10 jours prévus pour les négociations ne seront pas inutiles. La troisième est la bonne. Cette fois-ci, la justice a jugé recevable la demande de mise sous tutelle de Liliane Bettencourt déposée par sa fille. Les deux précédentes avaient été repoussées par le juge Courroy. Recevable, mais en l'état, aucun élément du dossier ne démontre la nécessité de placer Madame Bettencourt sous sauvegarde. Françoise Bettencourt-Meyers veut uniquement protéger sa mère. Pas autre chose que cela. Elle arrive enfin, au bout de 3 ans, à ce qu'on l'entende. Le dossier Woerth-Bettencourt est par ailleurs transmis au parquet de Bordeaux, loin de la guerre, qui oppose les juges Courroy et Prévost-Després au nom d'une bonne administration de la justice. C'est fait, la réforme des collectivités territoriales est définitivement adoptée. Nicolas Sarkozy en avait fait l'un des chantiers majeurs de son quinquennat. Le paysage politique local va changer. Au final, 3500 conseillers territoriaux remplaceront quelques 6000 conseillers généraux et régionaux. Des conseillers élus au scrutin uninominal à 2 tours. Les socialistes dénoncent de leur côté la recentralisation du pouvoir. Faire un tour en 125 cm3 juste avec son permis de conduire automobile, c'est désormais impossible. À partir d'aujourd'hui, le code de la route évolue. Une formation de 7 heures sera obligatoire. Le non-respect de cette obligation sera passible d'une amende de 135 €. Idem pour un scooter au moteur débridé qui dépasse les 45 km/h. Un tour de vis pour responsabiliser les usagers des 2 roues. Retour en direct sur le plateau du 22h. Nous allons parler, je vous l'ai dit, d'un sujet qui nous concernera tous. Il s'agit de la télémédecine. On en parle avec une experte, Guylaine Alajonine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je vous présente, vous êtes la présidente du Haut Conseil français de la télésanté. Alors, juste une petite précision pour les téléspectateurs. En octobre dernier, Roselyne Bachelot avait annoncé que les téléconsultations, c'est-à-dire finalement consulter son médecin sur Internet, serait effective dès 2011, quasiment demain. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de se déplacer pour avoir un diagnostic? Oula, la téléconsultation, c'est la pointe de l'iceberg de la télémédecine. La télémédecine, c'est faire voyager les informations, les données médicales, plutôt que le patient. Dans la téléconsultation, c'est sûr, c'est le patient, si vous voulez, qui va demander
un avis à son médecin. Mais il ne faut pas confondre la téléconsultation avec le téléconseil, j'oserais dire, la téléinformation médicale, qui n'a rien à voir. La télémédecine, ça permet, même dans les endroits les plus isolés, grâce à des capteurs qui permettent d'envoyer les données à distance, de prendre par exemple votre pouls. Où que l'on soit. Où que l'on soit. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on peut en France, dans les endroits les plus isolés, répondre à la question angoissante « Mais qu'est-ce que j'ai ?» en moins de 20 minutes pour le patient et qu'est-ce que je dois faire pour le praticien, pour le médecin. Alors ça, Guylaine Alajonine, c'est très important, on imagine, pour les personnes âgées, celles qui n'y sont plus autonomes. Et on a parlé longuement hier, Nicolas Sarkozy en a parlé longuement de la réforme de la dépendance. Est-ce que ça peut révolutionner justement ce thème-là, de la dépendance compliquée? Sonia Mabrouk, vraiment, la télémédecine va être la locomotive, va être en tout cas une des locomotives de la dépendance. Et ça se comprend bien, ça se comprend bien. Regardez le rapport de Valérie Rousseau, 22 milliards pour la dépendance. Un mois de dépendant, je dirais, chez soi coûte 1 800 €. 1 800 €, un mois de dépendance chez soi. Dans un établissement, oui. Dans un établissement, 2300, 500 € de différence. Vous voyez bien qu'à l'heure actuelle, dans un moment où il faut faire des économies... Donc c'est ça, vous nous dites, déjà, ça ne va pas coûter, ça va faire des économies? Ça va rapporter. On est bien à l'hôpital, mais on est quand même mieux chez soi. L'hôpital, ça doit être l'extrême. L'hôpital, ce n'est pas l'hôtel. Mais par contre, il faut faire en sorte qu'on ait les hôpitaux les meilleurs du monde, ce que l'on a déjà. On a déjà une excellence médicale absolument unique. On est au carrefour d'une excellence médicale fabuleuse avec une capacité d'innovation technologique incroyable. On peut, en France, devenir un leader mondial de la télésanté au service d'une santé équitable pour tous. La dépendance, on est au cœur de la dépendance. Et vous le défendez avec beaucoup de vivacité. Guylaine Alajonine, une dernière question sur peut-être un scandale sanitaire. C'est le Mediator, cet antidiabétique prescrit en coupe-faim qui est à l'origine de la mort d'au moins 500 patients. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, je ne connais pas le sujet, mais j'ai quand même remarqué avec quelle rapidité les ministres Xavier Bertrand et Nora Berra ont pris le sujet en main pour très rapidement, et c'est sage, demander à ce que tous ceux qui ont pris ce médicament aillent voir leur médecin. Essayez d'imaginer l'angoisse dans laquelle sont ces gens. Évidemment. Donc, il y a eu une réaction rapide, ce qui est bien. C'est mieux, bien souvent, que certaines gestations un peu lourdes de nos décisions. Merci beaucoup, Guylaine Alajonine. Télémédecine, c'est l'avenir de la médecine et de la médecine de proximité partout, sur tous les territoires, même les plus reculés. Merci d'avoir été l'invité du 22h. Restez avec nous sur Public Sénat. Tout de suite, c'est votre émission politique Preuve par 3. L'invité de Michel Grossior et de Perrine Ternot, c'est Michel Rocard. Belle soirée à vous. Le redémarrage de l'économie